Si l'on prend la hauteur du mont Everest, il nous resterait encore environ 1,5 km d'eau au-dessus de nous avant d'atteindre la surface de l'océan. Consacrer beaucoup de temps et d'efforts au développement de technologies de chasse aux sous-marins. À 11 km de profondeur au point le plus bas de la planète, la lumière d'une caméra traverse une eau qui n'a jamais vu le soleil et quelque chose apparaît dans le champ. Sa présence est inexplicable. Rien de cette taille, d'aussi intact, d'aussi vivant, n'est censé survivre là où la pression pourrait broyer l'acier en un instant. Et pourtant c'est là, se déplaçant tranquillement au fond du globe. Dès que les images remontent à la surface, les spécialistes de ce lieu restent muets et remettent en question toutes leurs certitudes. Alors qu'a donc bien pu capter cette caméra dans l'obscurité, 4 heures au fond? Je crois que c'est la plus longue période jamais passée au fond de la fosse des Mariannes. La descente. Nous sommes en 2019 et Victor Vescovo est assis à bord d'un submersible spécialement conçu à cet effet entamant sa descente vers la fosse des Mariannes, le gouffre le plus profond de la Terre. Il est important que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une simple plongée. C'est comme entrer dans une sphère métallique hermétique et se laisser descendre volontairement dans une zone de mort. Au début, tout semble presque normal. L'eau à l'extérieur est d'un bleu limpide, comme par temps normal en mer. Mais à mesure que le submersible coule, la lumière s'estompe. En quelques minutes, une obscurité si épaisse vous enveloppe que vous pourriez coller votre main à la vitre sans la voir. Seul le bourdonnement des machines qui vous maintiennent en vie se fait entendre, et un être humain seul descend. La descente dure près de 4 heures. 4 heures à couler dans des eaux noires. J'ai épuisé presque toute ma batterie et j'ai dû intervertir les batteries et les circuits. C'était un super voyage. Et à chaque mètre, la pression augmente atteignant un niveau que l'esprit humain peine à concevoir. Lorsque le sous-marin atteint le fond, la pression dépasse les 16,0 livres par pouce carré. Prenez un instant pour bien saisir ce chiffre car il est loin d'être abstrait. Cela signifie que si un seul joint cède, si la conception commet une petite erreur, un être humain ne serait pas blessé. Il disparaîtrait. Non pas en quelques minutes, en une seconde. Et le silence a un effet particulier. À la surface, il y a toujours un bruit, le vent, les vagues, le craquement de la coque. Ici, il n'y a rien d'autre que la machine et la prise de conscience progressive que chaque mètre d'eau au-dessus de vous est un mur supplémentaire entre vous et le monde d'où vous venez. À cette profondeur, aucun sauvetage n'est possible. Aucune équipe ne peut vous rejoindre. Si quelque chose tourne mal au fond de la fosse des Mariannes, vous vous retrouvez seul, comme presque aucun être humain ne l'a jamais été. À 1922 mètres de profondeur, le sous-marin se pose enfin sur le fond de l'océan. Et il ne s'agit pas simplement d'un record. C'est l'instant précis où l'humanité atteint le point le plus bas qu'elle puisse atteindre sur sa propre planète. Imaginez le genre de personne qui fait un tel choix. Vescovo n'est envoyé par personne. Il n'y a ni ordre, ni plan de sauvetage, ni filet de sécurité. Il est monté dans cette sphère en sachant que les profondeurs abyssales ont coûté la vie à presque tous ceux qui ont été assez imprudents pour les sous-estimer, et il y est allé malgré tout, car il avait compris quelque chose que la plupart d'entre nous oublient. Nous avons cartographié Mars avec une précision supérieure à celle du fond de nos propres océans. L'endroit le plus profond de la Terre était encore en 2019 une zone encore plus inexplorée que la surface de la Lune. Soudain, les lumières s'allument et la caméra se met à filmer. Un autre monde. Pour comprendre pourquoi ce que cette caméra a filmé est si perturbant, il faut d'abord comprendre le lieu où elle a filmé car il ne s'agit pas d'une tranchée ordinaire. Il s'agit d'une zone de subduction où la plaque tectonique pacifique s'enfonce lentement sous la plaque des Mariannes. Ce processus creuse cette faille dans la croûte terrestre depuis des millions d'années. Pour vous donner une idée de sa profondeur, imaginez le mont Everest, le plus haut sommet du monde plongé dans cette fosse. Son sommet, le point culminant de la Terre, serait encore immergé à près de 1,6 mètres d'eau. Au-dessus du sommet, il y aurait plus de 1,6 mètres d'océan avant même d'atteindre la surface.
Voilà l'échelle dont nous parlons. La pression au fond dépasse les 1,0 atmosphères, environ 1,0 fois le poids de l'air sous lequel vous êtes assis en ce moment. Une pression intense s'exerce sur chaque centimètre carré de chaque recoin. Le froid est tout aussi implacable, oscillant à peine au-dessus de 0. Mais ce qui me glace le sang, c'est l'obscurité. La lumière du soleil disparaît à environ 0 mètre de profondeur et le fond de cette fosse est près de 10 fois plus profond. Une explosion cataclysmique, nous ne savions pas ce que c'était. Nous étions à environ 6,0 mètres d'altitude. Nous avons regardé autour de nous et tout vérifié. Alors, réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Pendant des milliards d'années, pas un seul rayon de lumière n'a jamais atteint le fond de cet endroit. Il y fait si noir que vos yeux soient ouverts ou fermés, cela ne change rien, vous ne verriez absolument rien. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plantes. Là où il n'y a pas de plantes, rien ne produit de nourriture. Les maigres ressources alimentaires disponibles doivent descendre des profondeurs. Des matières organiques mortes coulent lentement dans l'obscurité, parfois pendant des jours pour atteindre le fond. Imaginez un poisson meurt près de la surface à des kilomètres de profondeur et son corps entame une lente et silencieuse descente, dérivant à travers des couches d'eau de plus en plus obscures jusqu'à ce que des jours plus tard, ce qu'il en reste touche enfin un fond qui n'a jamais vu le soleil. Voilà la nourriture. Voilà tout le menu. Un poids écrasant, un froid glacial, l'obscurité totale et quelques miettes tombant d'un monde que le fond ne verra jamais. À la lecture de cette liste, la conclusion paraît évidente. Rien ne pouvait vivre là-dessous. Rien ne devait le pouvoir. Nous en étions si sûrs que nous avons nommé cet endroit d'après le monde souterrain. Les scientifiques appellent cette couche la zone Hadal en référence à Hadès, l'ancien royaume des morts. Nous l'avons baptisé le royaume des morts avant même de l'avoir vraiment étudié. Cette vieille croyance, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, était pleinement acceptée par les esprits les plus brillants. Les profondeurs océaniques étaient vides. Au 19e siècle, lorsque les scientifiques sont tentés pour la première fois de remonter des échantillons des abysses, leurs engins revenaient systématiquement les mains vides. Parfois un peu de boue, parfois des sédiments froids, mais aucune preuve de la présence d'une vie complexe au fond. Et chaque filet vide ne faisait que renforcer leur conviction. Les profondeurs, en étaient-ils persuadés, étaient une zone stérile, un désert obscur et inondé, dépourvu de tout. Puis, en 1960, un événement aurait dû remettre en question cette idée. Un submersible nommé le Bathyscaphe Trieste emmena 2 hommes, Don Walsh et Jacques Picard, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, le point même que Vescovo atteindrait des décennies plus tard. Ils revinrent en affirmant avoir aperçu des créatures vivantes au fond, mais la technologie de l'époque était terriblement limitée. Les caméras ne permettaient pas d'obtenir des images nettes. La visibilité était catastrophique. Leurs observations ne purent donc être prouvées et le doute s'installa. Pendant des années, la communauté scientifique maintint sa position. La vie à ces profondeurs, affirmait-on, n'existe tout simplement pas. Du moins, c'est l'avis de tous. Il ne restait pourtant qu'une seule image de l'océan le plus profond, un désert silencieux et sans lumière où rien ne bougeait. Mais que se passerait-il si chacune d'elles était fausse et si la seule chose qui nous manquait vraiment, c'était de pouvoir voir? Avant de suivre cette caméra jusqu'au fond, abonnez-vous car ce que ces lumières ont révélé relève davantage de la science-fiction que de la réalité, et vous ne voudrez pas manquer ça. Continuons notre descente. La technologie change tout. Après 1970, les outils ont enfin commencé à évoluer. Et dès lors, les certitudes d'antan ont commencé à s'effriter. Des véhicules télécommandés sont apparus, des machines descendues par câble et pilotées depuis la surface. Des submersibles plus robustes ont été mis en service conçus pour résister à la pression, embarquer des caméras et remonter des échantillons. Si la vitre intérieure s'était fissurée, nous serions morts sur le coup. Et peut-être même avant de nous en rendre compte. Un à un, ces appareils descendirent dans les profondeurs abyssales
et les indices qu'ils rapportèrent murmuraient sans cesse que l'histoire était fausse. Puis vint 1977 et une découverte qui frappa le monde scientifique comme un coup de tonnerre. Au fond des océans, des chercheurs découvrirent des sources hydrothermales, des endroits où une eau surchauffée et riche en minéraux jaillit de la croûte terrestre à la manière de volcans sous-marins. Mais le plus surprenant n'était pas la nature même des sources. Le plus surprenant était ce qui vivait autour. Des communautés entières d'êtres vivants grandissaient, se nourrissaient, se reproduisaient intégrées à une chaîne alimentaire complète et prospéraient dans l'obscurité la plus totale, sans la moindre lueur de soleil. C'est ainsi qu'une idée nouvelle et étrange s'imposa. Chimiosynthèse. Il s'avère que certains organismes n'ont absolument pas besoin du soleil. Ils produisent leur énergie directement à partir de composés chimiques, ce qui signifie que la vie peut exister dans un endroit où la lumière n'avait jamais pénétré. Cela a bouleversé les règles, et cela aurait dû nous alerter. Chaque fois que nous avions tracé une ligne infranchissable déclarant que la vie ne pouvait pas la franchir, l'océan l'avait déjà franchie discrètement et attendait que nous le rattrapions. Nous n'avions simplement pas encore appris à décrypter le signal d'alarme. Mais une question cruciale restait enfouie dans l'obscurité. Chacune de ces découvertes avait lieu à des profondeurs d'environ 600 à 750 mètres. Profondes certes, mais pas les plus profondes. Ce qui vivait encore plus profondément dans la zone Hadal, le véritable fond des fosses océaniques, demeurait un mystère complet. La technologie ne permettait pas encore d'atteindre de telles profondeurs. Les profondeurs abyssales restaient un mystère recelant leurs secrets. Puis un homme décida de s'y aventurer et de les percer à jour. L'expédition de 2019. En 2019, Victor Vescovo lança l'expédition Five Deeps avec un objectif vertigineux: atteindre le point le plus profond de chaque océan de la planète. Le plus difficile, celui qui avait résisté à presque tous ses prédécesseurs, était la fosse des Mariannes. Cette fois, la différence ne résidait pas seulement dans le courage. Vescovo disposait d'un submersible, le DSV Limiting Factor, conçu spécifiquement pour résister à la pression abyssale, plus robuste et plus sûr que tout ce qui avait été entrepris auparavant. À son bord se trouvait l'élément qui allait tout changer, un système de caméras. 4K haute définition, capable de capturer le moindre détail dans l'obscurité totale. Il effectua plongée après plongée à plus de 10 mètres de profondeur, chacune étant un pari risqué face à l'immensité de l'océan. Chaque descente impliquait 4 heures de descente des heures au fond, puis 4 heures de remontée, le tout enfermé dans une sphère métallique où pesait le poids du monde. À chaque fois, les caméras tournaient pendant des heures, capturant des images d'un lieu que personne n'avait jamais vu clairement. Mais Vescovo n'était pas le seul à suivre ces images. Sur le navire de soutien dans la salle de contrôle, le chef scientifique de l'expédition attendait avec impatience les images. Il s'appelle Alan Jameson, biologiste des grands fonds marins à l'Université de Newcastle, qui a consacré toute sa carrière à l'étude de la zone Hadal, cette couche que tous les autres considéraient comme morte. Lorsque les enregistrements sont apparus sur ses écrans, il a fait ce que fait tout scientifique consciencieux. Il a observé. Il est revenu en arrière. Il a comparé ses attentes à ce qui se déroulait réellement à l'écran. Pendant la majeure partie de l'histoire écrite, les hommes ont simplement supposé qu'au-delà d'un certain niveau, la mer était plutôt plate, plutôt morte, assez sans vie. Comprendre ce que ce moment représentait pour un homme comme lui était essentiel. Jameson avait passé des années à descendre des robots d'exploration dans ses tranchées, à concevoir les outils, à défendre l'idée que les profondeurs abyssales méritaient d'être étudiées. Souvent contre des collègues qui traitaient le fond de l'océan comme une attraction de foire victorienne, un lieu où l'on ne se rendait que pour contempler quelque chose d'étrange. Il s'était forgé une image précise, étayée par des preuves de ce qui devait s'y trouver et en quelle quantité. Aussi, lorsque les écrans s'illuminèrent, il ne les regardait pas pour se divertir.
Il confrontait les images à tout ce qu'il croyait savoir et attendait de voir si elles se confirmaient. Et ce qu'il vit déjoua complètement ses attentes. Trop de vie. Toutes les hypothèses convergeaient vers une seule conclusion, même si quelque chose survivait là-dessous, ce serait rare. Un organisme égaré, ici un autre disséminé au loin sur une plaine désertique. L'image qui hantait les esprits était celle d'un sol aride presque nu. Puis la lumière frappa le sol et l'écran s'emplit de vie. Plus un survivant solitaire s'accrochant désespérément, plus une créature chanceuse parmi tant d'autres. La vie emplissait l'écran, non plus dispersé, non plus rare, partout. Les premiers à arriver furent des amphipodes de petits animaux ressemblant à des crevettes, et dès que l'appât fut jeté à l'eau, ils se jetèrent en dessus. Ils arrivèrent en tant si grand nombre que, sous la lumière de la caméra, ils ne ressemblaient plus du tout à des individus, mais formaient un seul nuage mouvant, une brume vivante tourbillonnant dans l'eau noire vers la nourriture. Imaginez être celui qui observe ce repas s'attendant à une tombe vide et découvrant à la place une frénésie alimentaire. Pour Jameson, ce n'était pas une vague surprise. Il pouvait les compter. Il pouvait constater la densité, la vitesse, l'immense biomasse concentrée dans un endroit que tout son champ décrivait comme presque désert. Et chacun de ces animaux constituait une petite contradiction avec le manuel scolaire. Puis la caméra a repéré les concombres de mer, ces formes douces et étranges, rampant tranquillement sur la vase à la recherche de restes de nourriture, comme leurs cousins dans les eaux peu profondes et ensoleillées. Pas de panique, pas de lutte pour respirer. Rien en eux ne laissait présager des créatures survivant à peine à un cauchemar. Ils ressemblaient à des habitants vacants à leurs occupations d'un après-midi ordinaire. Et c'est cette banalité qui aurait dû nous interpeller. Nous nous attendions tout au plus à une vie ne tenant qu'à un fil tendu, désespéré et rare. Ce que la caméra a réellement montré, c'était le calme, la routine, les mouvements imperturbables d'animaux parfaitement à leur aise, dans un lieu que nous avions jugé inhabitable. Ce fut la première fissure dans tout. Ces animaux ne survivaient pas dans les profondeurs abyssales dans une ultime tentative désespérée. Ils y vivaient confortablement comme si c'était l'endroit le plus normal de la planète. Le désert aride que des générations de scientifiques avaient imaginé s'avérait être un quartier animé. La carte était tout simplement erronée et des images le prouvaient désormais. Est-ce un petit trou? Est-ce un grand trou? Quelle sorte de particularité y a-t-il là-dessous? On se pose une foule de questions lorsqu'on découvre cette lecture spectaculaire. Une cité cachée. L'abondance n'était que la première surprise. Le choc fut plus profond lorsque Jameson observa de plus près et découvrit la diversité de cette vie. Il ne s'agissait pas d'une espèce isolée et résistante. Une multitude de créatures différentes vivaient côte à côte comme si une ville entière s'était paisiblement installée au fond du monde. Même parmi les amphipodes, on distinguait nettement différents types, certains minces, d'autres trapus, certains rapides comme l'éclair, tandis que d'autres restaient collés au fond marin. Les concombres de mer n'étaient pas tous identiques non plus. Certains avançaient lentement en frôlant les sédiments. D'autres évoluaient à leur guise, chacun semblant occuper une fonction précise au sein de l'écosystème. Puis vinrent les vers, les isopodes et d'autres formes de vie rarement observées à de telles profondeurs. Tous vaquaient à leurs occupations sans être isolés. Ils étaient interconnectés. Un réseau trophique complet bourdonnait dans l'obscurité. Les charognards se nourrissaient des matières organiques qui dérivaient. Les filtreurs puisaient les nutriments directement dans l'eau. Les prédateurs chassaient les petits animaux environnants. Chaque créature avait un rôle, une place, une raison d'être. Un système aussi organisé, aussi équilibré, dans des conditions aussi brutales, était une découverte inattendue. Il ne s'agissait pas de simple survie. Il s'agissait d'une société. Et une société ne se forme pas du jour au lendemain.
Un réseau trophique aussi complexe où chaque niche écologique est occupée prend énormément de temps à se construire. Cela signifie que la vie n'est pas apparue par hasard dans la fosse pour y mourir. Elle s'y est installée génération après génération suffisamment longtemps pour se spécialiser, répartir les tâches et s'adapter à l'obscurité. Ce qui soulève une question troublante, presque inquiétante. Depuis combien de temps cela se produit-il juste sous nos yeux, dans le seul endroit auquel nous n'avons jamais pensé à vérifier? Car si ce phénomène est ancien, si ces communautés fonctionnent discrètement depuis des milliers, voire des millions d'années, alors il ne s'agit pas d'un phénomène fragile à la limite de l'existence. Nous étions face à l'une des expériences de survie les plus anciennes et les plus tenaces de la planète, menée dans le plus grand secret, alors que tous les autres la croyaient à l'abri des regards et des regards. Nous n'étudions pas un lieu mort qui nous réservait parfois des surprises. Nous ignorions un monde vivant, pleinement présent et éveillé. Une dernière hypothèse demeurait. Même si la vie était abondante, même si elle était diverse, elle serait sans doute l'int apathique à demi endormi dans le froid et l'obscurité économisant la moindre parcelle d'énergie. C'était la dernière hypothèse raisonnable. Les images l'ont également démenti. Les amphipodes éteignent rapides. Dès qu'une proie apparaissait, ils se jetaient dessus en meute, se bousculant et rivalisant chacun, s'empressant d'en attraper le plus possible avant les autres. Ce n'était pas le tic nerveux d'animaux à court de temps. C'était le comportement de prédateurs affamés et sûrs d'eux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et les poissons qui évoluaient dans la même eau nageaient avec fluidité, aisance, en parfaite maîtrise, exactement comme des poissons dans une eau chaude et peu profonde près d'une plage. Leurs mouvements ne ralentissaient pas. Leur vie ne s'éteignait pas. Ils ne subissaient pas cet environnement, ils y prospéraient. Toutes les hypothèses scientifiques concernant cette vie contredisaient cette idée. La logique semblait implacable. Le manque de nourriture et le froid extrême devraient contraindre tout organisme à ralentir son activité, à se déplacer le moins possible, à économiser son énergie au maximum calorie par calorie. Ce n'était pas une simple supposition, mais une explication biologique solide. Et les images l'ont tout simplement ignoré. Ces animaux se comportaient comme s'ils avaient une énergie débordante dans un endroit où chaque parcelle de ressources aurait dû être rationnée. Cela nous oblige à reconsidérer radicalement notre vision de la fosse des Mariannes. Cet environnement est une condamnation à mort pour nous. Pour ceux qui y vivent, c'est simplement leur foyer. L'endroit le plus hostile que nous connaissions sur Terre est, pour ses habitants, tout à fait ordinaire. De toute évidence, le fond océanique présentait d'énormes variations de relief, était très montagneux à certains endroits et connaissait de grandes profondeurs à d'autres. Conçus pour l'obscurité. Alors comment font-ils? Comment peut-on survivre sous un poids qui anéantirait un humain en une seconde? La réponse est plus discrète et plus étrange qu'on ne le pense. Leurs corps sont composés principalement d'eau et l'eau est quasiment incompressible. Ainsi, la pression interne reste presque parfaitement équilibrée avec la pression extérieure. Ils ne résistent pas à l'océan. Ils ne le retiennent pas. Ils sont simplement en équilibre avec lui. La même force d'écrasement qui s'exerce à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur s'annule d'elle-même. La fosse ne peut pas les écraser, car il n'y a rien de rigide à l'intérieur qu'elle puisse écraser. Le véritable secret réside dans une dimension plus infime au niveau de leurs cellules. Leurs protéines sont conçues pour conserver leur forme sous une pression qui déformerait les nôtres. Leurs membranes cellulaires contiennent des lipides spécifiques qui restent souples alors qu'elles devraient se rigidifier. Leurs enzymes continuent de fonctionner dans le froid et l'obscurité sans ralentir. Et voici ce qui devrait vous inquiéter, ils n'ont pas inventé une biologie extraterrestre pour cela. Ils fonctionnent grâce aux mêmes mécanismes fondamentaux que nous, simplement ajustés en quelques points précis. La vie n'a pas besoin de se transformer pour accomplir l'impossible.
Elle a seulement besoin de se plier aux bons endroits, ce qui signifie que la frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas est bien plus floue que nous ne l'avons jamais admis. Si la biologie s'adapte si facilement aux profondeurs et aux ténèbres de la Terre, une question s'impose: jusqu'où peut-elle se plier? Quelle est son ampleur maximale, géant et ombre? C'est là que l'histoire cesse d'être simplement extraordinaire et commence à vous glacer le sang. Car les créatures qui vivaient là-dessous n'étaient pas seulement nombreuses et énergiques. Ils étaient trop gros. Les amphipodes atteignaient 15 à 20 cm de long, plusieurs fois la taille de leurs congénères des eaux peu profondes. Et puis, il y avait cet animal qui, plus que tout autre sur ces images, mérite d'être appelé la créature des profondeurs, le poisson limace. Long de 20 à 25 cm, son corps mou légèrement translucide avait une consistance gélatineuse. Il dérivait dans le faisceau lumineux comme une forme inachevée, pâle et fantomatique, presque lumineuse. On pouvait presque voir à travers. Selon toutes les règles établies à cette profondeur, il aurait dû n'être qu'une tache aplatie. Au lieu de cela, il était entier, parfaitement formé, ses nageoires intactes glissant dans les eaux les plus tumultueuses de la planète avec le calme d'un poisson rouge traversant une bocale. Concentrez-vous sur cette image car elle est plus importante que n'importe quelle ombre. Ce n'est pas une bête à dents, ce n'est pas une horreur. C'est une chose petite, douce, presque fragile. Et c'est précisément ce qui la rend si troublante. On aurait pu s'attendre à un monstre blindé bâti comme un char d'assaut prêt à encaisser le choc. Au contraire, le poisson vivant le plus profondément sur Terre semble si fragile qu'il pourrait se briser entre vos mains et pourtant il vit dans un endroit où un cylindre d'acier serait écrasé. Nous ne sommes pas équipés pour résister à ce genre de pression et il est donc nécessaire de protéger les humains de ce type d'environnement. La créature qui a enfreint les règles ne paraissait pas forte. Elle semblait douce. Cette image d'un animal solitaire paisible est venue d'un autre monde filmé là où rien n'était censé vivre, a incité les scientifiques à tout revérifier. Mais la peur ne vient pas de ce que la caméra montrait clairement. Elle vient de ce qu'elle ne pouvait pas. Les lumières n'éclairaient qu'une petite bulle d'eau. Au-delà, c'était l'obscurité totale. Et à maintes reprises dans les images, la vase au fond de la mer semblait bouger et s'agiter comme si quelque chose de grand venait de la traverser, bien que rien n'apparût clairement à l'écran. Dans plusieurs plans, des formes dérivaient à la limite même de la lumière. Certains glissaient, d'autres disparaissaient dès que la caméra se tournait vers eux. Quelques-uns étaient si grands qu'ils ne correspondaient à rien de ce que l'expédition avait filmé. On regarde, et le regard est sans cesse attiré par le coin de l'image, par cette limite où la lumière s'éteint et où le noir commence, car c'est là que le mouvement semble toujours se situer, juste en dehors de toute preuve. Maintenant, je veux être honnête avec vous, car c'est précisément là que ces histoires dérapent, généralement. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'un monstre là-dessous. Nous n'en avons aucune et je ne vais pas prétendre le contraire. Ces ombres mouvantes pouvaient être du limon des courants ou les illusions d'une unique source lumineuse dans l'obscurité la plus totale. Mais voici ce qui a changé. Pendant des générations, les anomalies de ce genre, ces formes étranges, ces échos sonores bizarres ne correspondant à aucun animal connu, étaient automatiquement ignorés, car chacun savait qu'il n'y avait rien de vivant là-dessous pour les produire. Cette excuse ne tient plus. Maintenant que nous avons vu une vie complexe, rapide et démesurée prospérer à cet étage, on ne peut plus la rejeter facilement. Alors, examinons la géométrie du problème. Les lumières révèlent quelques mètres. La fosse des Mariannes s'étend sur plus de 240 km au fond de l'océan. Un canyon plus long que la plupart des pays et presque entièrement inexploré. Les images dont nous disposons des centaines d'heures d'enregistrement se résument à une poignée de points lumineux dispersés dans un monde immense, plongé dans l'obscurité. Tout être vivant souhaitant rester hors du faisceau lumineux pourrait le faire sans effort. Et si des créatures de 20 à 25 cm y vivent confortablement,
Où se situe donc la limite 30 cm 60 centimètres, quelque chose que nous n'avons jamais vu. N'oubliez pas que les amphipodes des profondeurs sont déjà plusieurs fois plus grands que leurs congénères des eaux peu profondes. Il semblerait que la vie dans les profondeurs ne rétrécisse pas. Dans certains cas, elle semble même s'épanouir. La question n'est donc pas de savoir si cette croissance a une limite. La question est de savoir où et si quelque chose s'est déjà approché suffisamment près de l'une de nos rares sources lumineuses pour nous le révéler. Le plus effrayant n'est pas d'avoir découvert quelque chose d'étrange, mais le soupçon grandissant que nous n'avons pas encore vraiment exploré cet endroit. Eh bien, à l'époque, c'était un peu un coin perdu, ce qui nous convenait parfaitement, car nous essayons de mener ce projet discrètement, n'étant pas vraiment sûrs de son succès. Le problème de l'alimentation demeure, et il reste une lacune dans ce tableau que personne n'a comblé. C'est peut-être l'aspect le plus troublant. Si la fosse est si encombrée, si active, si vivante, qu'est-ce qui la nourrit? Aucun rayon de soleil n'atteint le fond. Alors, d'où vient toute cette énergie? La première hypothèse avancée fut celle de la neige marine, le lent transport de matière morte tombant des profondeurs. L'idée paraît simple jusqu'à ce qu'on analyse les chiffres. La quantité de débris qui atteint le fond est loin de suffire à nourrir une population aussi nombreuse et active. L'équilibre entre la nourriture qui descend et la vie qui s'y déroule est rompu. Il manque quelque chose. Peut-être que la chimiosynthèse est à l'œuvre discrètement des bactéries produisant de l'énergie à partir de substances chimiques comme au niveau des sources hydrothermales. Sauf que ces dernières n'ont pas été découvertes partout dans cette fosse. Donc cela ne suffit pas à tout expliquer. Il existe peut-être des sources d'énergie cachées que nous n'avons jamais détectées. Des réactions se déroulant dans l'obscurité et dont nous ignorons tout. Ou peut-être, et c'est cette hypothèse qui me perturbe vraiment, que les profondeurs océaniques fonctionnent plus efficacement que la surface éclairée par le soleil, recyclant sans cesse les mêmes bribes d'énergie jusqu'à ce que presque rien ne soit gaspillé. Maintenir une vie bien plus abondante avec bien moins de ressources que ce qui devrait être possible. Si cela s'avère exact, l'endroit que nous considérions comme une zone morte pourrait bien être l'un des écosystèmes les plus stables et efficaces de toute la planète. Mais la vérité est que nous n'en savons rien. Nous contemplons un monde foisonnant de vie d'une netteté exceptionnelle en 4K, et nous ne pouvons pas expliquer pleinement ce qui le maintient en vie. Un élément essentiel du fonctionnement des fonds marins nous manque encore totalement. Et nous en avons la preuve sous les yeux sans pouvoir le nommer. Nos déchets ont été retrouvés. Il y a une dernière chose que les caméras ont découverte au fond du monde, et c'est celle qui devrait le plus nous inquiéter. Car l'endroit que nous pensions être le plus reculé et le plus préservé de la planète s'est avéré avoir déjà un visiteur, nous. Lorsque le submersible de Vescovo a atteint le fond de la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète, ses projecteurs ont repéré un sac plastique et un emballage de bonbons enfouis dans la vase. À 11 km de profondeur, dans le seul endroit où nous étions certains qu'aucune trace humaine ne pourrait jamais atteindre nos déchets, nous attendaient déjà arriver bien avant nous. Et le problème s'étend bien au-delà du fond marin. En examinant les amphipodes, ces petits êtres résistants qui prospèrent dans les conditions les plus extrêmes de la Terre, les scientifiques ont découvert des microplastiques dans leur organisme. La pollution que nous déversons à la surface ne s'est pas contentée d'atteindre le fond. Elle s'est infiltrée à l'intérieur des animaux qui y vivent. L'écosystème le plus isolé que nous connaissions porte déjà en lui une part de nous-mêmes. Prenons conscience de cette chronologie. Nous n'avons même confirmé l'existence de cette vie qu'en 2019. Et quand nous l'avons enfin vu, clairement, nos déchets étaient déjà à l'intérieur tissés dans les corps de créatures que nous n'avions même pas nommées. Nous avons atteint le fond du monde à 2 reprises, une fois en sous-marin, et bien avant cela, sans jamais le vouloir avec nos déchets. Alors imaginez un instant la forme que prend cet événement. Pendant des générations, nous avons cru que les profondeurs océaniques étaient mortes, et nous avions tort.
Elles sont vivantes, foisonnantes, rapides, et plus étranges encore que nous ne l'imaginions. Nous avons surpris une créature pâle et impossible à atteindre dérivant dans des eaux qui auraient dû la détruire, et cette découverte a contraint les experts à revoir leur copie. Nous ne pouvons expliquer ce qui nourrit ce monde. Des ombres se dessinent à la lisière de la lumière, des ombres indéfinissables, et la toute première fois que nous avons observé attentivement, nous avons constaté que nos propres déchets nous y avaient précédés. Chacun de ces faits fut une surprise. Chacun d'eux a frappé de plein fouet ceux qui étaient persuadés de déjà connaître ce lieu. C'est cela, en réalité, que de tout revérifier. Non pas de modifier un seul chiffre, mais d'admettre que tout reposait sur une hypothèse qui s'est révélée fausse. La créature filmée au fond de l'océan a contraint les scientifiques à tout revérifier. Mais la dure réalité, c'est que nous n'avons quasiment rien vu de ce monde. Les images dont nous disposons sont comme une simple bougie qui brille dans une obscurité qui s'étend à perte de vue. Et quoi que ce soit d'autre dérivant juste au-delà de la limite de la lumière, est encore là en ce moment même, tandis que vous regardez ces images. Alors si une forme de vie aussi intense se cachait dans le seul endroit que nous pensions vide, ou avons-nous encore mal compris? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez qui se cache encore là-dessous dans l'obscurité. Et si cela a ne serait-ce qu'un peu changé votre vision des fonds marins, abonnez-vous et restez connectés à la chaîne car nous ne faisons que commencer et les profondeurs sont immenses.